Cette conférence a été organisée par l'association Altruisme Efficace France. Notre association a pour but de promouvoir en France l'altruisme efficace, qui est une démarche essayant de trouver et de mettre en œuvre les meilleurs moyens pour améliorer le monde. Améliorer le monde, c'est relativement vague, ça dépend de vos valeurs, mais notamment, ça dépend beaucoup des opportunités qui se présentent à vous. Historiquement, dans l'altruisme efficace, ces opportunités prenaient la forme d'organisations caritatives qui étaient extrêmement nombreuses et qui ont des efficacités extrêmement diverses. C'est-à-dire que, suivant les ressources qui leur sont attribuées, ils arrivent plus ou moins à faire avancer leur cause. Donc, historiquement, le mouvement étant principalement anglophone, ce sont des organisations anglophones qui ont été pointées par le mouvement comme étant prometteuses. Il n'existait pas, jusqu'à récemment, de travail équivalent pour la France, ce qui peut être un peu embêtant, parce que en France, nous pouvons obtenir des réductions d'impôts pour les associations basées en France, ou alors il faut, à part à quelques exceptions près, et notamment, non seulement pour la réception des dons, mais aussi pour l'embauche de gens qui se sont potentiellement intéressés pour travailler dans des organisations caritatives en France et pas forcément à l'étranger. Donc, il n'y avait pas de cartographie sur les ONG françaises alignées avec les valeurs de l'altruisme efficace, notamment la question d'efficacité. Nous avons donc, enfin, je parle au nom de l'association, missionné Corentin, chercheur indépendant, comme chef de projet pour AEF, pour qu'il réalise une cartographie justement des associations françaises alignées avec les différents intérêts de l'altruisme efficace. Et c'est ce travail qu'il vous présente aujourd'hui. Corentin, avant de démarrer, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, personnellement, donc ça fait plusieurs années que je m'intéresse justement aux questions de quelles actions réaliser pour aider le plus grand nombre. Je fais partie notamment de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, dans le contexte duquel j'ai coécrit un livre qui s'appelle Agir pour un monde durable, et sur notamment ces objectifs. Voilà, et j'ai mené plusieurs projets sur les dernières années, de manière jusqu'à récemment de manière bénévole, et depuis cette année en changeant totalement ma carrière pour faire des projets de recherche, notamment un projet de recherche sur l'impact du déclin énergétique que cela peut avoir sur notre société. Voilà. Et donc effectivement, je mène actuellement ce projet pour Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette présentation sur le thème quelles associations françaises soutenir pour aider le plus grand nombre. J'ai travaillé sur les derniers mois sur un projet pour Altruisme Efficace France qui visait justement à répondre à cette question. Et donc, je vais à présent présenter mes résultats qui sont disponibles sur notre site web. Alors, donc, ce qu'on va regarder, il y a déjà une présentation rapide des différents impacts entre différents dons et différentes associations. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail d'identification? La méthodologie avec les limites de notre démarche et ensuite les associations identifiées par secteur. Et je vais détailler les secteurs plus tard, mais notamment santé, pauvreté, protection des animaux, risques catastrophiques et environnement. Et ensuite suivi d'une série de questions-réponses. Ouais. Alors, donc tout d'abord, on va commencer par une question. Donc on a tous envie que le monde soit un endroit meilleur, mais souvent on manque de données sur vraiment comment faire, comment s'y prendre, quelles actions mener. Et je vais commencer par une petite question. Donc, si jamais vous deviez agir, est-ce que vous avez une action à faire? Est-ce que vous préférez faire une action qui aide 2 personnes, une action qui aide 100 personnes, ou une action qui aide absolument aucune personne? Donc, là, naturellement, on a tendance à se dire, bah, évidemment, je prends l'action qui aide 100 personnes. Logique. Sauf que, en pratique, si on ne fait pas de recherche spécifique pour atteindre ces actions-là, on va plutôt avoir tendance à faire des actions qui aident moins de monde, voire parfois des actions qui aident absolument aucune personne. Et je vais prendre un exemple, c'est celui de... Donc en 2004, il y a eu un grand tsunami en Asie du Sud-Est,
Donc vraiment désastre humanitaire, énormément de personnes blessées ou mortes, donc vraiment terrible. Et il y a beaucoup de personnes qui voulaient aider. Et la façon dont elles s'y sont prises, c'est pour beaucoup de monde d'envoyer justement des dons matériels, par exemple des vêtements. Sauf que donc il y a des avions entiers remplis de vêtements qui ont été emmenés jusqu'en Thaïlande. Et sauf que en fait, c'est pas vraiment ce dont les personnes sur place avaient besoin. C'est pas ce qui leur manquait des vêtements. Ce qui leur manquait, c'était plein d'autres choses, hein, mais pas ça. Ce qui fait que du coup, en fait, les vêtements sont empilés sur le tarmac des aéroports ça faisait des piles gigantesques. À un moment, ça bloquait justement l'arrivée d'aides d'urgence d'avions. Donc, il y a personne qui ont essayé d'y mettre le feu. Ouais, ça causait vraiment beaucoup de problèmes. Et en fait, les personnes qui ont donné ça avaient vraiment des bonnes intentions, mais la façon de s'y prendre correspondait pas à ce dont les gens avaient vraiment besoin, en fait. Voilà. Et on estime qu'en moyenne, il y a 60% des dons en nature dans les cas de désastre qui ne sont pas utilisés. Et pour prendre une anecdote, il y a une dame qui a appelé une association en Angleterre pour leur dire qu'elle avait passé l'après-midi à faire des gâteaux pour les victimes du désastre et elle demandait comment les envoyer. Donc, en fait, c'est vraiment des bonnes intentions, mais le monde étant compliqué, bah, des fois, ça marche pas forcément, ce qu'on essaie. Donc, pour obtenir vraiment les actions qui aident les 100 personnes, hein, le maximum de monde, voilà, comme ça a été expliqué, euh, c'est un peu le but de l'altruisme efficace. Hein. Donc, une démarche qui vise à identifier les moyens d'agir qui ont le plus d'impact, comment les mettre en pratique, et vraiment en se basant sur une approche rationnelle et données empiriques. Voilà. Et comme nos moyens sont limités, bah, en fait, il faut comparer l'impact de différentes actions possibles et choisir les plus prometteuses. Parce qu'en pratique, j'aimerais bien donner à toutes les associations du monde, mais comme j'ai des moyens limités, bon, faut faire des choses. Donc, et il se trouve qu'à ressources égales, en fait, certaines associations parviennent à aider 100, voire 1000 fois plus de personnes que d'autres. Donc, comment est-ce que c'est possible? Déjà, en choisissant un peu les types d'interventions. Donc là, par exemple, c'est d'intervention sur le sida. Et en gros, c'est le coût-efficacité, combien en gros, d'années de vie on va sauver pour 1000 $. Et vraiment, il y a des différences radicales entre les types d'interventions. Entre tout en haut, faire une chirurgie pour une personne et en bas, faire l'éducation pour les groupes à risque. Donc ça demande de l'évaluation. Voilà, donc il y a plusieurs critères importants, notamment ampleur, potentiel d'amélioration et caractère négligé pour identifier l'efficacité. Donc en clair, combien d'individus sont touchés? Par exemple, sur une maladie rare, bah, ça va pas toucher énormément de personnes. Donc garder les ordres de grandeur et s'attaquer aux plus grands problèmes. À quel point est-ce qu'on peut avancer dans la résolution du problème? Voilà, c'est-à-dire choisir des actions où on peut faire beaucoup de progrès. Voilà, par exemple, si une action, mettons pour l'environnement, ça va être renverser le capitalisme, bon, ça peut avoir beaucoup d'impact, mais c'est très, très, très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Donc, ensuite, combien de ressources sont déjà allouées à ce problème? Bah, s'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dessus, ça va être plus difficile d'avoir un gros impact hein, que d'aller dans un endroit où il y a peu d'acteurs engagés. Voilà. Et certains y ont déjà réfléchi. Donc, par exemple, Guy Well, qui est un évaluateur qui recherche justement les actions les plus impactantes dans le domaine de la solidarité internationale, qui ont évalué des centaines de types d'interventions différents qui peuvent aller justement du microcrédit à la promotion de la contraception, à plein de choses, et qui ont retenu seulement quelques organisations hein, dont ils estimaient que vraiment il y avait très gros impact. Voilà. En tout cas, ils avaient des grandes preuves d'un fort impact. Et ils estiment que pour certaines actions, comme distribuer des moustiquaires, plein d'insecticides contre le paludisme, ils peuvent même dire que ça permet de sauver la vie d'un enfant pour 5 500 € en moyenne. Alors, il y a des barres d'incertitude, mais c'est en moyenne. Voilà. Donc, notre travail de recherche ici, ça a été, comme ça a été présenté, identifier les associations à fort impact en France. Donc, projet mené sur plusieurs mois. Voilà, et pour justement profiter de la déductibilité des dons en France, qui est tout de même non négligeable et qui permet de tripler son impact. Et on a mis à jour le site web pour que ce soit mis en forme sous forme de guide, justement, de manière assez claire, avec des pages sur les causes prioritaires, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes et comment agir sur ces sujets. Donc les causes prioritaires, je vais présenter les causes qui ont été retenues pour trouver des associations. Donc, santé et pauvreté, réduire la souffrance des animaux, lutter contre les risques catastrophiques et
le sujet de l'environnement. Donc, je vais faire rapidement un topo sur pourquoi ces causes-là plutôt que d'autres. Donc, santé et pauvreté, il y a 700 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et en fait, il y a des problèmes tels de base, c'est que la malnutrition, les vers parasitaires, les maladies tropicales qui font souffrir des millions de personnes chaque année, alors que des interventions simples permettent d'améliorer leur vie. Voilà, pour réduire la souffrance des animaux. Donc, chaque année, il y a 80 milliards d'animaux terrestres et 2000 milliards de poissons qui sont élevés et abattus chaque année, et dans des conditions de vie très, très mauvaises pour la plupart du temps. Voilà, chaque jour sont tués plus d'animaux que le nombre total de personnes humaines ayant été tuées dans toutes les guerres de l'histoire. Donc, c'est un énorme problème. Alors qu'il est possible d'éviter les pires souffrances avec un coût relativement bas. Ensuite, le sujet suivant, c'était réduction des risques catastrophiques. Donc, des catastrophes majeures qui peuvent causer un grand nombre de morts. Voilà. Et il y a un livre, What the Worst Could Happen, qui commence en disant que on a plus de chances de mourir d'une catastrophe que d'un accident de voiture. Voilà. Et ces catastrophes peuvent être une guerre nucléaire, un acte de bioterrorisme, donc une pandémie comme le Covid, mais modifiée génétiquement pour se propager beaucoup plus vite, ou des intelligences artificielles hors de contrôle. Ouais, certains estiment ces risques de catastrophe à plus de 1 sur 6. Donc, considérable. Donc, oui, pandémie, guerre nucléaire, IA hors de contrôle. Et voilà. L'IA peut surprendre un peu, hein, mais il y a un panel d'experts majeurs qui ont estimé que qu'il y avait un risque d'extinction lié à l'IA au même titre que d'autres risques sociétaux comme les pandémies ou les guerres nucléaires. Mais tout est sur notre site web. Voilà, ça peut surprendre, mais tout est sur notre site web. Et pour l'environnement, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter. On a besoin d'un environnement simple pour survivre avec l'accès à l'eau propre, une eau non polluée, un climat stable. Mais des nombreuses limites planétaires sont dépassées. Donc, c'est important d'agir sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mené ce travail? Alors, déjà, je pense qu'il faut se poser une question, c'est comment est-ce qu'on choisit quelles associations soutenir d'habitude? Donc, souvent, c'est parce qu'on a déjà entendu parler, et c'est surtout les grosses associations qui peuvent mettre beaucoup d'efforts comment dire, dans la communication des collectes de dons. Pour les petites organisations, à moins qu'elles soient locales, c'est plus difficile. Mais souvent, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va nous solliciter. Donc, en vrai, c'est une technique qui marche. Les gens sont plus prompts à donner de cette manière-là, hein, donc ça a du sens. Hein. Mais le problème de ces méthodes, on va dire, c'est que souvent, on se pose pas trop la question de oui, mais est-ce qu'il y a une autre organisation que je pourrais donner qui pourrait potentiellement avoir plus d'impact? Et il y en a d'autres à l'inverse hein, qui, quand ils donnent, s'inquiètent de savoir si ça a vraiment changé quelque chose. Donc notre travail, en fait, c'est indiquer que voilà, il y a effectivement moyen d'accomplir des choses et il y a des données permettant de l'affirmer. Donc notre méthodologie qui a été utilisée, voilà, comme ça a été indiqué, personne en France n'a fait ce travail de recherche. Il y a des labels comme Don en confiance ou IDs, mais qui évaluent les bonnes pratiques de gouvernance et pas l'efficacité. Pas beaucoup d'organisations qui font des évaluations poussées de leur impact. C'est le cas pour des grandes ONG axées santé pauvreté qui justement doivent répondre à des standards assez stricts des meilleurs de fonds, mais souvent, mais pour des organisations sur d'autres domaines ou plus petites, c'est rarement le cas. Voilà, elles ont toute tendance à indiquer que ce qu'elles font, c'est un succès. Voilà. Et ce qu'on a voulu faire au début, c'est essayer de faire une liste exhaustive de toutes les associations pour voir ce qu'elles font. C'est pas possible. Il y a 1 million d'associations en France, juste on peut pas. Donc, ce qu'on a fait, donc c'est une méthode qui a été inspirée de Virtus Efficace Suède. C'est identifier des experts et des professionnels des différents secteurs sur les causes ciblées, échanger avec eux pour avoir leur vision des organismes prometteurs, combiner ça avec d'autres indicateurs, donc des mentions par des évaluateurs internationaux, l'historique de succès, et ensuite vérifier, creuser, synthétiser. Et on a eu des échanges et des contacts avec plus de 50 personnes, plus de 60 maintenant, je pense. Il y a des limites à notre démarche. Donc c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas une liste exhaustive de toutes les associations efficaces. Voilà. Donc il s'agit pas d'aller sur la liste et de dire ah il y a telle association qui y est pas, ça veut dire qu'ils sont pas bien. C'est juste pas possible. Enfin, on peut juste pas passer sur toutes les organisations. Voilà. On n'a pas pu produire d'estimation de coût efficacité, d'évaluation sur le terrain. On voudrait bien, mais c'est juste il faut beaucoup de ressources pour faire ça. Et nos recommandations françaises ne sont donc pas aussi solides d'un point de vue de la recherche que celles des évaluateurs internationaux, même si la déduction d'impôt peut compenser ce manque jusqu'à un certain point. Donc vraiment, ce qu'on a identifié, c'est des associations pour lesquelles on a le plus de données indiquant qu'elles ont un fort impact. Et, fait important, qui sont comparativement sous-financées.
voilà, qui vraiment, il y a beaucoup de mal pour obtenir des fonds, hein. Et c'est une des raisons pour l'absence d'ONG connues, hein. Mais sur le site, c'est également, il y a plein de différentes raisons syndiquées sur le site. Alors, maintenant, les associations, les organisations. Donc, il y a différentes causes prioritaires, hein, donc notamment santé et pauvreté, hein. Alors, et effectivement, avec la même somme, on peut sauver 180 fois plus de vies dans les pays pauvres que dans les pays riches. Donc, au Royaume-Uni, ils estiment que 1 million de dollars est dépensé par le système de santé pour sauver une vie. Pour les organisations recommandées par GiveWell, ça peut aller jusqu'à 180 vies. C'est considérable. Voilà. Et il y a différentes organisations. Et là, je vais passer, je vais présenter sur PowerPoint, mais je vais tout d'abord passer sur le site web pour indiquer la manière dont on a mis les choses en avant. Donc, il y a une page données efficacement qu'on peut accéder depuis le menu ici, voilà, qui donne pas mal d'informations sur les différents dons, hein, et qui est pointe vers organisation recommandée. Donc, organisation recommandée qui justement regroupe les organisations que je vais présenter là. Et il y a tout un bandeau en savoir plus, hein, qui permet de connaître sur quel problème l'organisation travaille-t-elle, quelles sont ses actions, pourquoi nous la recommandons, hein, avec les sources qui nous permettent de dire ah ok euh, comment dire, c'est intéressant, c'est pas intéressant, etc. Voilà. À noter que pour il y a pas mal d'organisations internationales, voilà, mais à chaque fois on a précisé si elles étaient déductibles des impôts en France. Voilà, pour Ellen Keller International par exemple, ce n'est pas le cas, donc on va pas en parler dans cette présentation. Et enfin, juste un dernier point, hein. Il y a plusieurs. Hop là. Il y a une page également qu'on peut accéder depuis les causes prioritaires. Et on a fait des pages détaillées sur chacun des domaines d'action que je viens de présenter. Donc santé dans les pays pauvres, souffrance des animaux. Enfin, et chacune des pages détaille, voilà, comment contribuer, quels sont des éléments qui font que ce sont des problèmes importants, hein. Voilà. Donc par exemple, mention de la santé mentale, l'éducation, l'autonomisation des femmes, et également des raisons pour lesquelles certaines personnes décident de ne pas mettre les efforts sur cette cause, mais vont plutôt aller sur d'autres. Donc ça, on a fait ça sur toutes les pages. Voilà, des organisations prometteuses, hein, évidemment. Comment travailler dans ce domaine d'action. Et enfin, des ressources qui permettent de en savoir plus. Donc voilà, vraiment, il s'agit de présenter les différents. Comment dire, il y a beaucoup de ressources, hein, que vous pouvez consulter dans ces pages. Alors, je reviens à présent sur la présentation. Voilà. Donc, santé et pauvreté, ici, je vais présenter que ce qui a été fait pour les organisations dont le don est déductible en France. Voilà, ce qui réduit la taille. On a volontairement souhaité ne pas recommander trop d'organisations parce que sinon, les gens comment dire, sont un peu débordés. Enfin, on a du mal à choisir. Voilà, donc, comme on a dit, c'est un échantillon. Donc, il y a la lutte contre le paludisme, par exemple, hein, qui est un sujet important, hein. Donc, il y a 400 000 personnes qui meurent du paludisme chaque année, alors qu'une moustiquaire à 5 dollars peut protéger 2 personnes pendant 2 ans. Et il y a Against Malaria Foundation qui travaille sur ce sujet, donc qui est recommandé notamment par GiveWell directement, hein. Voilà. Et il y a énormément de transparence, hein, dans leur façon de faire de l'évaluation, hein, et ils estiment qu'ils ont pu sauver plusieurs centaines de milliers de vies, de par leur action, en protégeant des gens contre la malaria. Donc, voilà, c'est ce genre d'organisation, hein, qui vraiment va avoir un impact démesuré, hein, par rapport à d'autres. Ensuite, hein, donc typiquement française, hein, il y a l'Organisation pour la prévention de la cécité, donc qui travaille en Afrique francophone, hein. Et en fait, hein, dans le domaine de la lutte contre la cécité, il y a 253 millions de personnes qui sont malvoyantes dans le monde et 36 millions qui sont aveugles. Voilà, en Afrique, c'est une personne sur 20 qui est malvoyante. Et donc, l'Organisation pour la prévention de la cécité va fournir des millions de traitements, hein, et qui sont dispensés à plusieurs millions de personnes. Et ils vont également accompagner les différents ministères de la santé, comme par exemple au Tchad, hein, pour accompagner leur programme de santé oculaire, et de façon à
empêcher l'arrivée de maladies qui vont causer la cécité. Voilà. Donc attention, ici il s'agit pas d'une recommandation directe de GiveWell, qu'on l'explique sur le site. C'est une recommandation indirecte. Ils sont en partenariat avec Sightsavers qui reçoit des financements de GiveWell, mais il s'agit quand même, ils font quand même un travail plutôt intéressant. Hop. Donc ensuite, pour les autres causes prioritaires, il y a réduire la souffrance des animaux. Voilà, donc là également, il y a moyen, il y a vraiment des actions qui ont permis d'obtenir beaucoup. Donc on estime que les campagnes menées envers les entreprises pour justement faire pression, leur faire adopter des meilleures normes de bien-être, ont jusqu'à présent, pour chaque dollar dépensé, permis de sortir de cage des dizaines de poules, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment énorme. Le chiffre exact, c'est de 9 à plus de 100 années de vie de poulet cumulées qui sont affectées par ces campagnes par dollar, vraiment par dollar. Donc ça peut vite être gigantesque. C'est juste ces animaux qui sont très nombreux. Donc, juste un point précis. Donc là encore, je vais présenter les organisations françaises et pas celles internationales qui sont sur notre page des organisations. Donc là, L214 a reçu des commentaires très positifs des évaluateurs et des professionnels avec lesquels on a échangé. Donc, ils ont vraiment un fort impact. Mais on a décidé de recommander des organismes qui ont plus de contraintes en termes de financement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont plus petits et qui ont du mal à obtenir la visibilité et des financements. Donc, ils vont vraiment avoir plus d'impact en les soutenant eux. Voilà, c'est d'où l'importance justement de regarder à quel point une organisation peut absorber plus de financement. Donc, il y a plusieurs méthodes pour réduire la souffrance des animaux. Un levier important, c'est la végétalisation de l'alimentation. Donc, par exemple, si on regarde la restauration collective, elle réalise 4 milliards de repas par an en France. Et il y a des lois qui sont en place pour obtenir un repas végétarien obligatoire par semaine. Sauf que les chefs ne sont pas toujours formés à faire ça correctement. Et parfois, ce sont des repas qui sont pas très attractifs, pas très intéressants, donc du coup, qui donnent pas envie. En fait, Assiette Végétale va former et accompagner les chefs de cantines scolaires, universitaires, médicales, pour offrir une offre plus végétale au menu. En fait, il s'agit de toucher quelques chefs pour avoir des milliers de repas sans produits animaux d'un coup. Voilà. Ils mènent également des campagnes de plaidoyer politique pour changer la législation. Et ça peut avoir un impact absolument considérable. Hop. Donc, il y a une autre méthode qui est de faire évaluer les lois en faveur des animaux, par exemple des meilleures normes de bien-être. Et sur ce sujet, en France, on a Convergence Animaux Politiques qui fournit une expertise politique aux associations de protection des animaux. Voilà. Avant, ces associations, pour faire passer une loi, il fallait acquérir énormément de compétences et tout un réseau pour justement essayer de faire passer une loi, voir comment ça se passe, etc. Donc, CAP, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de rassembler, on va dire, ces compétences pour justement fournir l'expertise, accompagner ces associations et mettre en lien les personnalités politiques entre elles, donc les députés, faire justement des ateliers, des questions au gouvernement. Et par cette manière, ils ont réussi à faire adopter des lois importantes, comme la loi contre la maltraitance animale en 2021. Et il se trouve qu'au niveau du Parlement, le discours justement sur le bien-être des animaux a énormément grossi. Genre, il y a 10 ans, en 2012, il y a vraiment très très peu de personnes en termes de parlementaires qui en parlaient. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus de monde, notamment certains partis qui s'engagent contre l'élevage intensif. Ensuite, un autre angle d'approche, donc faire avancer les pouvoirs publics sur notre rapport aux animaux. Donc là, c'est Paris Animaux Zoopolis, et en fait, qui mène des campagnes sur des sujets négligés liés à notre rapport aux animaux, comme la pêche au vif, l'empoisonnement des rivières ou les animaux liminaires. Donc, pour prendre un exemple, la pêche au vif, c'est une forme de pêche qui consiste à utiliser un poisson vivant comme appât, et en fait à mettre un hameçon dans sa gorge et à le laisser suspendu pendant des heures jusqu'à ce qu'il y ait un autre poisson qui le mange. Et c'est une pratique qui cause, on imagine bien, énormément de souffrance. Donc justement, faire en sorte que les politiques puissent s'engager contre ces sujets-là. En fait, ils combinent le levier municipal et le levier médiatique
ainsi que le levier politique pour obtenir justement des lois sur ces sujets. Et ils ont obtenu des engagements justement de grandes villes comme la ville de Paris, comme la métropole de Grenoble, comme plusieurs, comme beaucoup de communes. Et ils ont également joué un rôle important dans l'adoption de la loi contre la maltraitance animale. Donc, ils ont une démarche, on va dire, qui semble adaptée vraiment à ce qu'ils essaient de faire. Ensuite, un autre levier c'est faire émerger des campagnes pour réduire la souffrance des animaux aquatiques. Donc, les animaux aquatiques sont très négligés, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc, l'aquaculture est responsable de la mise à mort de 700 à 1900 milliards d'animaux aquatiques chaque année. Et souvent, en fait, en aquaculture, ils sont parqués dans des bacs en béton, donc des espèces de piscines, où ils sont dans une densité extrêmement extrême. Et ils ont du mal à respirer. Il y a l'eau qui est de très mauvaise qualité. Il y a des parasites qui peuvent les ronger jusqu'à l'os. On voit les images, c'est horrible. Et pour la pêche, il y a plein d'autres problèmes. Les poissons sont souvent asphyxiés sur le pont du bateau. Ils peuvent agoniser pendant des heures. Un sujet extrêmement important, mais sur lesquels il y a très peu de personnes pardon, je reviens en arrière, très peu de personnes qui s'impliquent. Et donc, la question aquatique a lancé la Journée mondiale pour la fin de la pêche, qui vise à mobiliser des organisations de protection des animaux pour que celles-ci fassent des campagnes sur la réduction de la souffrance des animaux aquatiques. Voilà. Donc, toutes les organisations que j'ai présentées pour les différents animaux ont à un moment reçu un soutien de Animal Charity Evaluators, qui est un évaluateur qui justement travaille sur la question de la réduction de la souffrance des animaux. Et ils ont des standards justement assez élevés là-dessus, euh, ce qui du coup indique une plutôt bonne garantie. Alors maintenant, je vais passer sur les organisations liées à la réduction des risques catastrophiques. Donc là, ça a été plus compliqué, parce qu'il y a très peu d'acteurs associatifs sur ces sujets-là, sur surtout des institutions et des entreprises qui sont pertinents sur ces questions, sur les questions notamment de prévenir les pandémies, sur les questions de lutter contre les guerres nucléaires. Et s'il y a des actions prometteuses qui sont à faire, elles sont beaucoup plus axées du côté des carrières. Voilà, c'est-à-dire justement orienter sa carrière ou profiter justement de sa carrière si par exemple on est scientifique ou il y a vraiment plusieurs manières différentes de s'engager, y compris de manière bénévole d'ailleurs. Voilà. Et je vous conseille de voir les différentes pages sur le site web pour voir comment s'engager sur ces sujets-là. Tout de même, on a quand même réussi à identifier une organisation qui s'appelle Efficience, voilà, et qui forme des scientifiques, en tout cas, ou des personnes qui sont en formation, des étudiants qui sont en formation pour être scientifiques, sur les risques catastrophiques et ce qu'il est possible de faire pour les limiter. Et en fait, ils partagent des outils et des ressources pour soutenir une démarche de la recherche impliquée qui vise à résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Donc, elles sont présentes notamment dans le milieu étudiant et organisent des conférences, des formations, un accompagnement à ceux qui veulent avoir une carrière ayant un fort impact positif. Et l'essentiel de l'impact de Efficient, justement, ça va être de former des personnes qui vraiment vont travailler sur ces sujets-là et pour les réseaux au maximum. Donc, ils ont un pôle axé sur les biorisques, donc prévention des pandémies, et un pôle sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Là, j'ai mentionné, ça c'est en France, mais il y a d'autres organisations qui sont présentes à l'international et qui sont là encore sur nos sites web. Il y a également The Future Society, mais qui n'est pas déductible en France pour l'instant. Peut-être qu'on mettra à jour le site là-dessus et qui travaille sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Juste un point précis sur la réduction des risques de guerre nucléaire. Il y a deux associations sur le sujet. Initiative Désarmement Nucléaire et ICANN France, qui justement font du plaidoyer pour le désarmement, pour la réduction de l'arsenal nucléaire français. Et il s'agit d'un d'approche qui semble intéressant, mais qui est vraiment difficile à mettre en œuvre. Et sur notre site web, on va également mettre une page sur les risques nucléaires qui permet d'en savoir plus. Alors maintenant, je vais passer sur la section environnement. Donc là, on voit l'environnement, on se dit, bah, ça y est, enfin un sujet simple sur lequel on peut faire des progrès. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça.
En fait, il y a eu plusieurs, vraiment, j'ai plusieurs échanges avec des experts dans le domaine, hein, et le consensus, hein, que c'est vraiment compliqué d'évaluer ce qui marche, notamment parce que c'est un domaine à très très large échelle, et du coup, c'est pas facile d'agir à très très large échelle. Et en fait, il y a plein de facteurs différents. Notamment, il n'y a aucun des angles d'approche qui à lui seul suffisant. Voilà, comme on peut voir, et à gauche, il y a les limites planétaires il y a plein de limites planétaires différentes. Et en fait, régler un problème comme le climat peut rediriger l'impact ailleurs, donc comme sur les ressources, la biodiversité, l'eau, affecter la résilience. Et c'est un problème systémique, mais il n'y a pas beaucoup d'associations qui touchent les actions les plus impactantes, parce que, comme j'ai dit, c'est difficile. Donc, toute voilà, la page environnement qu'on a fait détaille vraiment cette question. On a quand même eu des suggestions, mais qui sont incertaines, parce que, alors, des experts qui a rédigé plusieurs livres sur le sujet nous l'a dit, donc les grands assos sont déjà surfinancés, et les autres sont très petites avec pas nécessairement beaucoup d'impact, voilà, parce qu'ils sont tous à une échelle locale. Donc c'est très difficile de contacter, de combiner les deux. On a quand même pu identifier quelques organisations travaillant sur les angles d'approche pertinents. Pas s'attendre à ce que ces organisations résolvent complètement la situation, mais elles ont, de ce qu'on a pu identifier, vraiment un impact bien supérieur à la moyenne. Et il y a des raisons de penser qu'elles atteignent un degré d'efficacité considérable. Donc ce graphe, ce sont les tonnes de CO2 évitées par certaines actions, notamment par exemple des éco-gestes. Voilà. Et à droite, l'énorme barre qu'on voit, ce sont des dons à des associations particulièrement efficaces, et qui, là c'est vraiment sur le sujet du climat, ce graphe, des organisations qui peuvent éviter une tonne de CO2 pour l'équivalent de 10 $, voire en pratique beaucoup moins. Donc, pareil, je redirige vers le site web. Il y a des organisations internationales qui atteignent ce stade-là. Et il y a des raisons de penser que celles qui peuvent être présentées par la suite sont un peu dans cet ordre de grandeur-là. Même si, bien sûr, il faudrait faire plus de recherches, mais c'est euh, juste. En tout cas, on peut voir à minima que, en gros, la différence d'impact entre les éco-gestes classiques et les associations, c'est juste que l'association, elle travaille à un levier, à un niveau collectif pour justement, enfin, celle qu'on a retenue, pour essayer de faire changer les lois. Et donc, qu'à un niveau collectif, en fait, on va avoir beaucoup plus d'impact que en essayant de faire des choses dans son coin. C'est la raison majeure. On a repris les angles d'approche de Giving Green, qui est un évaluateur qui fait justement des recherches sur les actions les plus intéressantes à faire au niveau de l'environnement. Enfin, environnement, ils sont plus axés climat, mais il y a une de leurs recommandations qui touche à plein de domaines différents en même temps. Et leurs angles d'approche, donc il y a le plaidoyer politique, voilà, faire en sorte qu'il y ait des lois qui soient mises en place sur ces sujets. Et par exemple, il y a le Climate Citizen Lobby, le lobby climatique citoyen, pour le nom de la branche française, qui vise justement à mettre en place une taxe carbone, mais avec redistribution. Parce que le problème des taxes carbone, c'est que souvent, ça peut être les populations les plus pauvres qui traînent, qui trinquent. Là, il s'agit vraiment de redistribuer les revenus de cette taxe carbone à tout le monde pour réduire les inégalités. Et c'est une approche qui permet vraiment d'obtenir un bon impact s'ils arrivent à leurs résultats. Voilà, parce que ça permet de toucher en fait énormément d'aspects différents. Ça peut être atteignable. Il y a la Commission européenne qui essaie de pousser justement enfin, qui pense à mettre en place une taxe carbone aux frontières. Ça a déjà été mis en place au Canada et en Autriche, par exemple. En fait, si on veut s'engager de manière bénévole, ils peuvent également être assez intéressants parce que leur principe, c'est de former les citoyens pour qu'ils aillent voir leurs députés pour leur proposer des lois. Donc, il y a plusieurs associations qui pourraient sans doute bénéficier de cet angle d'approche, et au final, aller voir son député pour lui proposer des choses, c'est plutôt démocratique dans l'approche. Voilà. Il y a peut-être Reclaim Finance qui peut faire des actions intéressantes contre le financement du charbon, mais comment dire, ça a été plus difficile de faire des recherches. Donc, au niveau de l'environnement, il y a un autre angle d'approche qui est l'amélioration. Alors, j'ai nommé ça l'amélioration technologique, mais en pratique, c'est la décarbonation de l'énergie et la décarbonation de l'industrie lourde, qui sont des leviers très importants. Voilà, l'industrie lourde, ça peut être ciment et acier. En France, on a eu plus de mal à identifier des organisations là-dessus. Donc, ce sont plutôt des organismes internationaux de Giving Green qui, là encore, s'y peuvent. Et enfin, le dernier levier, il s'agit de la végétalisation d'alimentation.
Et en fait, j'ai creusé le sujet. Il se trouve que c'est un des leviers les plus prometteurs selon vraiment différents experts. Donc, c'est confirmé par le GIEC, par l'IDRI, une agence française sur le développement durable, par l'ADEME, l'agence de la transition énergétique, enfin, transition écologique. Voilà. Et pourquoi est-ce que la végétalisation de l'alimentation est un levier aussi impactant? C'est que le système alimentaire représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui est, enfin, en tout cas, c'est une des estimations qui semble plutôt valide. Et c'est vraiment énorme. Il y a plusieurs qui estiment que si on réduit pas les émissions du système alimentaire, on peut pas rester en dessous d'1,5 degré de réchauffement. Donc, c'est énorme. Et il y a une large partie qui est constituée par l'élevage. Euh, et en fait, il se trouve que la consommation de produits animaux, c'est la première cause de déforestation. Donc, justement, déforester pour faire pousser, par exemple, du soja pour le donner à manger aux animaux ou pour mettre directement des animaux sur les pastures déforestées. Donc, c'est aussi la première cause de perte de biodiversité à cause de la déforestation, mais également à cause euh, comment dire, si on inclut la pêche justement dans la pêche, en fait, c'est le premier facteur de perte de biodiversité dans les océans. C'est beaucoup plus, par exemple, que le plastique. Et il se trouve que en gros, l'élevage consomme beaucoup d'eau, contribue à l'érosion des sols et l'eutrophisation parce que souvent, on fait pousser des plantes pour donner directement aux animaux. Et en fait, on utilise 80% des terres pour 18% des calories. Donc, c'est fondamentalement, il y a des problèmes d'efficacité. Donc, c'est pour ça que les scénarios de neutralité carbone de l'ADEME conseillent 30 à 70% de viande en moins. Et en tout cas dans leur scénario réaliste, pas leur scénario technosolutionniste. Et il se trouve que la végétalisation de l'alimentation, du coup, c'est une approche qui est très négligée. Et en fait, les associations qui travaillent sur le sujet, donc il y en a un certain nombre, mais ça va être notamment les associations travaillant sur la réduction de consommation de produits animaux. Et en fait, Assiette végétale, que j'avais présenté tout à l'heure, il se trouve que elle a beaucoup d'impact à la fois pour la réduction de la souffrance animale, mais également sur le sujet de la réduction de l'impact environnemental, parce que c'est deux sujets qui, au final, euh, sont assez liés. Voilà. J'ai présenté différents éléments au niveau environnemental. Comme j'ai dit, c'est un sujet tellement compliqué que c'est difficile de pouvoir tout gérer en même temps. Par exemple, on n'a pas pu proposer de choses sur la résilience ou sur comment gérer le déclin des énergies fossiles. Ça s'est avéré assez difficile. Voilà, même si le Shift Project, par exemple, fait du travail sur ces sujets. Donc, j'ai présenté des organisations françaises euh, qui, en tout cas, qui semblent suffisamment, pour lesquelles on a beaucoup d'éléments indiquant que vraiment ils ont un impact bien au-dessus de la moyenne. Et je vais juste soulever certains points avant de passer aux questions-réponses. Donc, une question qui peut revenir, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de donner à des assos qui nous tiennent à cœur? En fait, cette question, c'est que souvent les associations orientées sur l'impact peuvent sembler moins satisfaisantes sur le point de vue émotionnel parce que les résultats peuvent sembler un peu plus distants, voilà, moins directement palpables. Voilà. Et en fait, souvent quand on soutient une cause qui nous touche beaucoup, on a un peu une sensation chaude, vraiment à nous qui est plutôt agréable. Et les associations que j'ai mentionnées ne font peut-être pas nécessairement ça. Et dans ce cas, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un peu un mix, un mélange, c'est-à-dire donner une portion des dons à des causes qui personnellement nous tiennent à cœur, mais également une portion à des organisations qui vont aider le plus grand nombre et vraiment de pouvoir combiner les deux. Donc, hop, page suivante, oui. Voilà. Et comme je rappelle, là, c'est l'organisation déductible dons en France, ce qui peut permettre de tripler son impact. Donc, un résumé, si vous disposez de 100 euros à donner à une association et que vous êtes imposable, en fait, vous pouvez donner 300 euros. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez donner 300 euros et votre don ne coûtera réellement que 102 euros après déduction fiscale. Voilà, ce qui peut vraiment avoir un impact considérable. Voilà. Et bon, la situation peut être compliquée un peu plus compliquée selon la situation. Dans notre page de données efficacement, on a fourni plus d'informations là-dessus. Et enfin, je vais finir un peu sur un petit quiz. Euh, donc, si vous êtes un Français moyen, à votre avis, vous êtes dans le top combien de pourcents de la population mondiale en termes de revenus? En fait, il se trouve que le Français moyen se classe parmi les 3,2% de personnes ayant les revenus les plus élevés à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est considérable. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le travail avec
un salaire d'ingénieur débutant. Je me suis retrouvé directement dans le top 5% des revenus mondiaux, alors qu'il n'y a pas l'impression d'être dans le top 5% en termes de capacité ou quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a fait dire que mine de rien, si moi j'ai pas la possibilité en fait si j'ai pas la possibilité d'aider les autres via des dons, hein, bah, qui va l'avoir en fait, hein. Voilà. Et il se trouve que en fait, en donnant une portion de ses revenus aux autres, je me suis rendu compte que bah c'était, enfin pour moi c'est satisfaisant en fait, hein, émotionnellement, d'être justement d'agir un peu en lien avec mes convictions, et que au final dépenser cet argent ça m'aurait pas rendu spécialement plus heureux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui donnent 10% de leurs revenus aux autres, parce qu'ils estiment que c'est une quantité qui, justement, les met pas spécialement en danger au niveau financier, mais qui permet vraiment d'avoir un impact considérable. Voilà. Enfin, ça peut permettre, justement, de sauver des vies humaines au cours de sa vie. Ça peut permettre de sauver des milliers d'animaux. Enfin, ça peut réduire son impact environnemental bien plus que ce qu'on peut faire avec les éco-gestes. Ça peut être énorme. Voilà. Donc là, c'est 10%. Ça peut être dans les périodes plus difficiles, dans les études, dans la retraite, ça peut être 1%. Là, ça dépend des personnes. Voilà, bon, personnellement, je suis proche de 30-40%, mais c'est juste parce que je sais que je vais pas faire grand-chose de l'argent. Et en fait, en donnant une portion de ses revenus aux autres, on envoie à son cerveau un message fondamental, c'est il y a plus qu'assez pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que fondamentalement, en fait, moi, je suis dans une situation où je suis pas menacé personnellement, et donc soutenir, enfin aider les autres de cette manière, bah, juste ça fait plaisir. Voilà. Donc, merci pour votre attention. J'ai mentionné beaucoup trop de fois, mais vous pouvez retrouver le guide sur notre site web. Les données vont possiblement changer d'année en année selon justement comment dire, la façon, ce qui se passe, il y a des organisations qui changent, les recommandations des évaluateurs. Mais j'espère en tout cas que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais, oui, oui. Donc c'est une excellente question, hein. En fait, j'ai essayé de regarder un peu le sujet, notamment parce qu'il y a certains articles qui sont passés justement au sein du forum Altruisme Efficace, sur le fait que la croissance économique, par exemple, peut être un moyen impactant de sortir les gens de la pauvreté. Il y a plein d'autres impacts négatifs associés à la croissance économique, mais dans ce cas-là, mine de rien, ça peut sembler pertinent, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pays qui sont un peu sortis de la pauvreté. Et en fait, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment par Founders Pledge, qui est un évaluateur sur beaucoup de sujets. Et il se trouve que c'est juste très, très, très difficile d'identifier des leviers qui sont impactants, hein, au niveau plus systémique, en tout cas sur la question de la pauvreté. Voilà, c'est très compliqué. Il y a des think tanks, par exemple, qui essaient de promouvoir la croissance économique, enfin, sur ce sujet précis, et qui existent, mais c'est très difficile de savoir si vraiment ils ont essayé de changer beaucoup de choses. Ça demanderait vraiment des millions en fait, hein, pour faire les recherches suffisantes pour savoir si ça permettrait de marcher derrière. Surtout que ces think tanks généralement sont pas sous-financés en moyenne. Donc c'est pas en fait, l'essentiel des données, des recherches que j'ai vues là-dessus, semblait indiquer que juste c'est trop compliqué de même savoir si ça marche. Et donc, les recommandations sont plus sur des organisations enfin, des éléments qui, certes, sont moins au niveau systémique, mais qui permettent quand même d'accomplir quelque chose. Au niveau de la malaria, par exemple, si, comment dire, euh, voilà, ça permet quand même de sauver des vies, mine de rien. Et du coup, enfin, c'est déjà à minima, c'est mieux que, on va dire, que la plupart des autres choses qu'on a pu regarder, tout simplement. J'espère que ça répond à la question. Je te remercie de ta réponse. La valorisation du PIB, c'est un exemple, mais c'est qu'il y a d'autres choses comme valoriser le bien-être, la santé mentale, il y a d'autres questions Ah, de alors, politique sur le Merci. sujet. Mais en tout cas, je ouais, te remercie d'avoir répondu à la question. ouais. Merci, Euh, Corentin.
Oui, je je vais faire tourner les questions. Nous avons beaucoup de questions ah oui, ok. à résoudre. Je vais alterner entre les mains levées et le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer la discussion. Nous avons des plateformes pour continuer ces discussions. Oui, sur ça, je peux Franck, répondre aux questions. je donne la parole à Franck. Oui, bonsoir. Merci, Corentin. Ça faisait longtemps que j'attendais ce genre de travail qui soit fait un peu comme GiveWell, mais qui soit fait accessible au public français. Donc, vraiment merci et c'est super d'avoir démarré ça. Donc, j'ai deux remarques et je donnerai la plus générale là. Donc, il me semble que c'est un super début, mais que après, si on veut prévoir le coup d'après, il me semble que inévitablement, si on veut avoir un impact important sur le public français ou francophone, il va falloir leur parler des organisations qu'ils connaissent. Donc voilà, les trucs auxquels ils donnent déjà massivement, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc. Alors, je sais très bien pourquoi ces organisations sont pas dans les classements de GiveWell, etc. Je connais les problèmes méthodologiques, mais malgré tout, je pense qu'il faudrait faire un effort dans cette direction, euh, soit pour lancer ou encourager des évaluations de ce que font ces organisations, soit arriver à spécifier quelles sont les données qui manquent pour faire ces évaluations, quelles sont les données qu'il faudrait que ces organisations fournissent pour qu'on puisse commencer à regarder, ou quelles seraient les études qui devraient être menées pour que on puisse les évaluer. Dans certains cas, bon, sans doute la Croix-Rouge qui fait trop de choses à la fois, on sait bien que ça sera pas possible. Dans d'autres, on est sans doute pas loin de pouvoir le faire. Par exemple, les Restos du Cœur qui ont une activité qui est quand même très focalisée, c'est essentiellement fournir des repas gratuits. On sait combien ils en fournissent par an, on sait combien de dons ils reçoivent. On doit pouvoir calculer un gain par centaine d'euros donnés. Donc, à mon avis, on peut quand même aller dans cette direction pour une partie des organisations et pouvoir dire aux autres qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour avoir un jour la perspective de rentrer dans cette liste qui, si on a l'impact qu'on aimerait avoir, tout le monde devrait vouloir rentrer dans cette liste. Alors, donc je vais répondre. Donc c'est effectivement une question très importante, hein, voilà, et faut dire que souvent les gens se posent. Donc j'ai écrit toute une section sur pourquoi les grandes ONG ne sont-elles pas recommandées ici sur la base des organisations impact. Donc maintenant que j'y pense, justement, voilà, c'est sur la démarche à la fin, c'est peut-être pas suffisamment visible, hein, ça peut être le cas. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Donc, au niveau de DeepWell, en fait, il se trouve qu'ils ont déjà regardé un certain nombre d'organisations de grandes ONG, en fait. Voilà. Et en fait, ils ont un avis positif sur certaines. Par exemple, ils ont un avis positif sur Médecins sans frontières. Euh, c'est juste qu'ils estiment que, d'après leurs évaluations, les évaluations de GiveWell à eux, en fait, ce que GiveWell met en avant, c'est encore plus prometteur dans leur créneau. Voilà. Une des raisons, c'est que les top charities de GiveWell sont sur des sujets spécifiques, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à évaluer que, par exemple, des grandes ONG qui vont avoir énormément d'actions différentes et comment dire, qui est beaucoup plus difficile à évaluer. Et donc, par exemple, ils sont également plutôt positifs au niveau de Oxfam, par exemple. Des fois, c'est juste l'organisation en question qui refuse. Il y a l'UNICEF qui a choisi de ne pas participer à leur processus d'évaluation contre le tétanos maternel et néonatal parce que c'est un processus d'évaluation qui est plutôt lourd, mine de rien, et qui n'est pas nécessairement évident. Voilà. Une autre raison pour laquelle ils sont probablement pas dans la liste aussi, c'est le fait que comme ils sont beaucoup plus visibles, ils ont un accès bien plus possible au financement public, voilà, en termes de raison de leur taille, leur réputation, voilà, leur visibilité. Et en fait, là, ce qu'on recommande, c'est des organisations qui sont plutôt négligées et qui agissent en complément de ces grandes associations. Voilà. Et c'est pour ça, vraisemblablement, qu'il y a peu de chances qu'elles finissent par être dans cette liste, en fait. Je connais bien ces raisons, mais juste pour terminer, Ouais. je pense que malgré tout, ça serait intéressant de les incorporer au benchmark de manière à rendre plus transparentes les raisons pour lesquelles elles y sont pas ou pourquoi est-ce qu'on les recommande pas. Par exemple, si je reprends l'exemple des Restos du Cœur, c'est donc la fourniture enfin, c'est donner à manger aux gens qui ont faim. Ouais. Il y a d'autres organisations qui le font aussi. Mm. On peut dire, pour 100 euros donnés au Resto du Cœur, combien on va donner à manger à combien de gens pendant combien de temps. Et si on considère que c'est pas suffisamment
impactful, impactant, on doit pouvoir dire à côté, ben regardez, il y a telle organisation qui fait ça aussi et qui permet de nourrir 10 fois plus de gens avec le même montant. Et là, on commence à donner des éléments aux gens pour choisir finalement. Mhm. Hmm. Oui. Très brièvement, Corentin. Après, je vais passer à une autre question. Okay. Oui, oui, voilà. Mais c'est juste, en fait, c'est juste que c'est très compliqué. Et en gros, Guy Voel, en fait, il aura fallu des années pour justement faire des recherches permettant de dire relativement précisément quel est l'impact de coût-efficacité, par exemple, de différentes organisations. Et en fait, le problème, c'est que souvent, c'est les impacts de second ordre qui changent le plus de choses. Voilà, et qui sont difficiles à changer. Par exemple, pour l'organisation contre la malaria, en fait, une grande partie de l'impact, ça va être l'impact économique sur le fait que la famille, au final, va être beaucoup moins vulnérable parce qu'il n'y a pas un membre de la famille qui est mort, etc. Et Restos du Cœur, en fait, d'accord, les Restos du Cœur n'existent pas, mais qu'est-ce qui se passe à la place? Est-ce qu'il y a une autre association qui prendrait exactement la même place ou ce serait l'État qui s'en mettrait? Bon, c'est assez compliqué. Mais ce serait intéressant d'en parler sur le site, je pense. Merci beaucoup. Je vais lire la question de Robert dans le chat. À moins qu'il ouvre son trou, mais je vais lire sa question. J'ai entendu dire que l'aide aux populations dans les zones de conflit est moins efficace qu'en temps de paix. Est-ce le cas? $1 donné a moins d'impact en raison des obstacles de la guerre, mais par contre, les populations sont davantage besoin. Alors, c'est une question intéressante. La raison pour laquelle Guy Voel ne recommande pas l'aide aux populations dans les zones de conflit, c'est parce que c'est un domaine qui reçoit plus d'argent que d'autres causes. Voilà, comme par exemple les maladies tropicales négligées. Parce que ce sont souvent des événements, on va dire, qui sont plus visibles, qui attirent plus l'attention de la communauté internationale et l'attention des donneurs. Et Guy Voel estimait que s'il fallait donner à l'aide d'urgence, l'aide humanitaire d'urgence, il recommanderait Médecins sans frontières. Enfin, c'était il y a plusieurs années qu'il disait ça en tout cas. Et mais que en fait, travailler sur des sujets négligés permet d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Une autre question du chat. J'essaie de voir l'ordre dans lequel les mains ont été levées et tout. Il y aurait une question de Alain. Y aurait-il des critères d'évaluation d'efficacité pour les ONG non référencées? Par exemple, regardez, les frais de fonctionnement me semblent bons indicateurs pour fuir les organisations avec un trop faible impact. Alors, c'est compliqué. Donc, en moyenne, je pense que l'important, on va dire, c'est plutôt de regarder le domaine d'intervention déjà, parce que il y a avec justement regarder l'ampleur relative du problème, regarder le côté négligé, regarder les fonds qui sont déjà présents. En fait, il se trouve qu'il y a déjà beaucoup de problèmes où il y a déjà des fonds considérables qui sont alloués. Par exemple, dans les pays riches, agir sur la santé dans les pays riches. Voilà, le gouvernement est prêt à mettre 1 million pour les frais de santé pour sauver une vie. Ça va être difficile de trouver beaucoup plus impactant. Après, voilà, justement, le site de Guy Voel, je sais plus où est-ce que c'était, a fait toute une liste d'évaluations qu'ils ont considérées, mais ils disent à chaque fois, OK, on n'a pas assez de données pour indiquer que vraiment ça peut avoir beaucoup d'impact, en fait, juste ce qu'on a en visibilité, ça semble mieux, il y a déjà beaucoup de personnes. Où est-ce que j'avais mis? Tiens, je sais. Voilà, Guy Voel a mené des recherches sur des dizaines de programmes différents. Et juste en dessous, ça tombe bien, il y a toute une section indiquant que les indicateurs de bonne gouvernance, en fait, ou en tout cas par exemple les frais de fonctionnement, sont pas des indicateurs très pertinents, parce que en fait, ça nous renseigne très peu sur l'impact réel des organisations. Voilà, on peut imaginer une association qui respecte tous les principes de bonne gouvernance, qui a 1% de ses fonds dédiés aux frais de fonctionnement, mais mais en fait, si c'est une organisation qui va envoyer des vêtements dans une zone frappée par un tsunami, bon, ça nous aide pas beaucoup. Et du coup, en fait, il y a carrément cet article-là qui indique que au niveau de la corrélation, investir trop peu dans les frais de fonctionnement peut souvent rendre une organisation moins efficace parce que justement, ça permet d'obtenir des profits qui sont moins payés, mais aussi potentiellement moins compétents, où on n'investit pas assez justement dans la collecte. Voilà, c'est pas un très bon indicateur.
Voilà. Corentin, pour Personnellement, préciser un petit peu ma question par rapport à ça, c'était par rapport aux organisations qui sont un petit peu, comment dire, on disait, pas forcément hyper efficaces, mais qui sont un peu du cœur, c'est-à-dire local. Bah, c'est un petit peu donner des indicateurs pour savoir comment, parmi tous celles qui existent, on peut choisir les moins mauvaises ou les meilleures. Mm. Et il y a des indicateurs, effectivement, tu dis par exemple les frais de fonctionnement, c'est intéressant de savoir que c'est ni trop élevé ni trop faible, mais ça peut être un indicateur qu'il faut quand même surveiller. Moi, je suis souvent choqué quand je participe avec des dons comme ça, à des sessions de cœur, de voir les frais de marketing énormes. Ils m'envoient toujours des courriers de relance, Ouais. des pubs, des cartes postales, trucs comme ça, et je me dis, mais tout cet argent-là qui sert à recruter davantage, est-ce qu'il est vraiment efficace, quoi? Bon, c'est une question assez difficile à répondre. Il y a une page sur Giving What You Can, qui est en anglais, mais les traducteurs sont très bons maintenant, qui justement répond un peu à cette question. How to choose charity, qui se pose un peu les questions. J'espère que voilà, How to find an effective charity, qui répond un peu à ces questions. Voilà, donc qui est plutôt intéressante à consulter. Après, il y a une différence entre, par exemple, entre ce que Givell va penser et nous. Givell, nous, on a tendance à penser que par défaut, une organisation a un impact non négligeable. Et en fait, c'est des organisations qui sont pas très très fortes, qui marchent pas. Et eux, ils estiment l'inverse, c'est-à-dire que par défaut, c'est tellement dur de savoir ce qui marche ou pas, que sans bonne évaluation, il y a de bonnes chances de pas accomplir grand-chose. Et donc que il faut bien choisir celle qui reste. Juste un dernier exemple, alors je peux pas la mettre la main sur le rapport officiel parce que c'était un rapport qui a été publié de manière privée par une organisation dont j'ai entendu parler lors de mes échanges, mais ils avaient regardé des organisations d'aide à l'enfance, l'aide à l'enfance en France. Ils avaient regardé les top, l'association a regardé les top 30 organisations du domaine. Et regardez ceux qui avaient un vrai processus d'évaluation, genre avec groupe de comparaison et tout, enfin processus d'évaluation scientifique. Il y en avait 3 seulement sur les 30 qui avaient ce processus. Et parmi les 3, les évaluations trouvaient que en moyenne, ça n'avait pas eu un impact significatif leur intervention. Donc, à partir de là, si les 3 si les 3 qui ont fait l'évaluation sont satisfaits pour faire l'évaluation, ils n'ont pas trouvé un impact positif, j'imagine pas les autres. Merci beaucoup. Je passe la parole à Clem qui avait levé la main. Bonsoir. Alors, c'est Clémentine, le prénom complet. Ah, désolé, je me base sur le nom affiché. On peut s'excuser, c'est normal, on peut pas l'inventer. Alors, moi, j'ai plein de questions. Est-ce que c'est possible, dans ces cas-là, de vous les donner toutes une par une? Oui, sachant que ce sera intéressant peut-être d'échanger sur le Slack Altruiste Efficace après. Voilà, ou carrément on peut échanger en visio si ça peut être une option. De préférence une ou deux, mais nous avons des tas de plateformes qui sont également listées sur le site et les questions sont bien sûr les bienvenues. Mais dans les 9 minutes qui nous restent, une question, c'est bien, s'il vous plaît. Alors, si ça vous dérange pas, je vous les pose toutes et puis vous répondez à celles que vous voulez et le reste, on verra par Slack. C'est parti. Ok, ça marche. Je vous remercie. Concernant Corentin, la formation que vous avez suivie pour pouvoir procéder à ces évaluations, est-ce que vous avez directement une formation universitaire sur le sujet? Est-ce que vous êtes formé auprès des évaluateurs internationaux sur le sujet? Ou est-ce que vous êtes parti d'une méthodologie différente de celle qu'offre la communauté d'effectifs altruisme? Et dans ces cas-là, ça m'intéresserait de savoir laquelle. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est toujours concernant cette évaluation. Est-ce que les données que vous avez utilisées sont accessibles? Vous avez parlé d'experts qui vous ont conseillé et ou ensuite des 3 critères que vous avez utilisés principalement pour pouvoir sélectionner parmi ces ONG. Et donc, j'aurais aimé savoir si tout ça, c'était transparent et accessible. À ce propos, vous dites que le processus d'évaluation est très lourd et c'est pour ça qu'il y a certaines ONG assez importantes, françaises notamment, qui n'ont pas voulu participer. Et à l'inverse, que des plus petites ONG ont joué le jeu et ont participé. Donc, j'aurais aimé en savoir plus. Est-ce que les ONG ont été directement contactées par vous? Est-ce qu'ils ont dû remplir des formulaires? Est-ce que vous avez fait votre évaluation de manière complètement indépendante et vous en avez ensuite juste informé les ONG des résultats? Ensuite, j'ai une autre question concernant vous avez dit que ces évaluations pouvaient évoluer. Est-ce que vous avez une fréquence d'évaluation qui est prévue? Est-ce que les ONG sélectionnées vont être réévaluées régulièrement?
Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer d'élargir à d'autres ONG qui n'ont pas encore été dans votre scope? Et dernière question, combien d'ONG françaises ont été testées versus combien d'ONG ont été retenues? Voilà. Oh, ouais, ça fait beaucoup de questions. Ok. Donc, non, j'ai déjà oublié la première question. Bon, ce serait intéressant effectivement d'échanger là-dessus, hein. Voilà. Donc, pour la mise en page publique, donc en fait, ça s'est basé énormément sur personnellement, en fait, j'ai pas les compétences de aller, par exemple, mettons sur un site web ou sur le terrain et voir vraiment comparer l'efficacité de différentes organisations. Donc c'est pour ça que voilà, c'est vraiment les professionnels du secteur et les experts avec lesquels on a échangé, hein, qui eux ont fait des recommandations parce que ils connaissent déjà le sujet en fait, hein. Voilà, c'est pour ça justement que c'est important. Alors c'est beaucoup basé sur les échanges qu'on a eu avec eux. Après, je peux pas les publier publiquement parce qu'on n'a pas demandé s'ils voulaient être cités publiquement sur la question, hein. Néanmoins, s'il y a une question précise, je peux tout à fait fournir les données de manière anonymisée. Voilà. Initialement, à un moment, on se posait la question de faire un gros rapport qui justement va plus loin là-dedans, mais en fait, dans le temps, on va dire que j'avais à disposition pour faire la recherche, il s'est trouvé que juste il n'y avait pas le temps en fait, hein, là-dessus, hein. Et voilà. Et pour les processus comment dire, de recherche des différentes organisations, donc en France, ça dépend des domaines. GiveWell, donc pour santé pauvreté, c'est vraiment basé sur GiveWell en fait, hein, parce que juste ça a été beaucoup trop compliqué, hein, de déterminer des trucs, enfin, ce qui est impactant ou pas en France, hein, là-dessus, hein, dans ce domaine. On n'a pas trouvé d'experts, par exemple, qui avaient une vision d'ensemble là-dessus et de l'impact relatif des différentes organisations, hein. Voilà, tout ça. Et donc, c'est GiveWell qui, eux, vont essayer de contacter les différentes organisations, même s'il y a des limites, par exemple, que le site soit en anglais, par exemple. Et pour la mise à jour, ça va être essentiellement, on va dire, sur les recommandations des évaluateurs internationaux. Si possible, ce serait bien qu'on puisse le faire pour les organisations françaises, mais il faut obtenir, quoi dire, c'est pas sûr qu'on arrive à avoir les fonds là-dessus. Voilà. J'espère que ça répond aux questions. Merci beaucoup. Dernière ou avant-dernière question de Nathanaël. Peut-on avoir un peu plus de détails sur la démarche utilisée pour échanger avec les experts, donc ciblage des domaines prometteurs, identification des associations? Et il s'agit plutôt alors on a essayé de se baser justement sur les articles, hein, qui ont été écrits là-dessus au niveau justement, par exemple, du forum altruisme efficace ou alors des sites justement des évaluateurs là-dessus qui précisent qu'il y a certaines façons d'agir qui sont potentiellement plus impactantes. Donc si on reprend par exemple pour les animaux, hein, qui peut-être est, je sais pas si c'est là, voilà. Pour les animaux, par exemple, il y a plusieurs organismes, on va dire, qui se posent des questions là-dessus sur quels sont les sous-domaines, quels sont les modes d'intervention, on va dire, qui sont particulièrement intéressants. Il se trouve que essayer de demander aux individus, par exemple, de devenir végétariens, on n'a pas beaucoup de données indiquant que ça marche bien, hein, ou que c'est impactant, hein. Voilà. Et donc ça, justement, c'est dans cette page, il y a différents articles, hein, qui ont été mis en place vers la question, voilà, et qui indiquent par exemple que l'approche institutionnelle a beaucoup plus de chances d'avoir un impact parce qu'il y a des études qui indiquent qui sont genre mentionnées ici, qui sont mentionnées sur ClinicalToken, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on a un peu essayé de voir les sous-domaines en regardant justement ce qui est fait par des organismes comme Give It Oxygen qui se posent des questions là-dessus, et Animal Charity Evaluators, évidemment, qui est qui est une référence sur la question 1. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Il y avait plusieurs éléments, donc je suis pas sûr. Oui, ça, enfin, plus exactement, il s'agit également de leur demander quels sont euh, leur demander, on va dire, quelles sont les organisations pour lesquelles ils estiment que il y a un impact particulièrement élevé selon tel critère, et souvent on se retrouve avec une liste de différentes organisations, hein, mais il y a certaines organisations justement qui, en fait, en creusant justement derrière au niveau des angles d'approche, hein, étaient peut-être moins pertinents, hein. Voilà, comme
voilà, comme quelqu'un sur la réduction de produits d'origine animale qui peut mentionner le fait de convaincre un individu de passer végétarien. Ah, en fait, en regardant la littérature derrière, c'est moins. Voilà. Donc, il s'agit de rechercher derrière pour voir, ah, ok, est-ce que de faire un peu de recherche derrière pour compléter en fait. Voilà, j'espère que Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Dernière question pour ce soir de Monsieur Cissé qui avait levé la main. C'est effectivement en fait. Alors il y a plein de questions là-dessus sur la psychologie justement, sur la psychologie de faire changer les mentalités au niveau environnemental, qui est vraiment un sujet, qui est un vraiment sujet très compliqué. Et en fait après je suis tombé sur pas mal d'études parce que c'est un sujet que j'ai regardé plus précisément dans les autres organisations où je suis. Et en fait souvent, ce qui manque, c'est pas la prise de conscience, par exemple, ou les mentalités. Il y a plusieurs études qui indiquent ça. Souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à indiquer que c'est un sujet important, qu'il faut élargir, etc., etc. Ce qui manque, c'est plutôt un accompagnement à l'action, ou alors des actions plus au niveau politique qui comment dire, qui permettent d'aller plus loin, on va dire. Comme par exemple, voilà, les gens seraient prêts à soutenir telle action au niveau politique, mais pas à faire sur, je sais pas, la réduction du plastique, par exemple, mais pas à faire eux-mêmes l'action, parce que ça demande un effort, parce que les gens sont pas nécessairement motivés. Donc, juste la sensibilisation, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation de la part, ça a été l'action majeure, on va dire, des associations environnementales, et qu'actuellement, les gens sont c'est pas l'élément le plus bloquant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a d'autres éléments qui permettent de mieux avancer. C'est toujours très difficile de savoir à quel point la sensibilisation permet d'avoir un impact large. C'est ça. Sur le sujet environnemental, j'irai pas demander justement aux populations africaines. Enfin, en tout cas, c'est pas là que je vais rediriger mes efforts personnels, enfin, personnellement, hein, parce que je suis en Europe aussi, tout simplement parce que les Européens, le monde occidental, polluent tellement plus par personne euh, que c'est là qu'il y a la majorité, on va dire, des progrès qui peuvent être faits. Hein. Donc, merci. Merci, Corentin. Merci. Merci beaucoup pour toutes vos interventions et merci Corentin pour ta présentation. Et pour répondre à une question de Clémentine à laquelle Corentin n'avait pas répondu, c'est effectivement la première fois que AEF réalise ce travail et je m'attends à ce que l'association le renouvelle d'ici à une année ou plus ou moins régulièrement et possiblement avec plus d'informations liées. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Cette conférence sera retransmise et montée sur YouTube et disponible bientôt. Et le lien sera partagé, comme d'habitude, par les canaux habituels sur la chaîne d'Altruisme Efficace en France sur YouTube. Abonnez-vous, la cloche, tout ça.